Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Quentin Urban, champion du monde de kayak en marathon. Qui est-il et surtout quel est son parcours? Que fait-il pour progresser? Quelles sont les spécificités du marathon et surtout, comment s'y entraîne-t-on? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Quentin et ses secrets. Salut Quentin, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Est-ce qu'il fait super beau chez toi et je te prive d'une séance sur l'eau? Alors, il fait super beau, même chaud, il y a un grand ciel bleu, mais étant donné qu'on est dimanche après-midi, tu ne me prives de rien et en plus, il y a la finale de Roland, donc je t'avoue que je l'ai mis aussi en, en double En écran, fond. mais je reste focus sur notre appel et notre podcast, mais je jette un œil quand même sur le score. Ça roule. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir en kayak? Euh, C'était au club de Vernon. Je pense que ça devait être dans un petit bateau blanc, un jumper. C'était sur l'île, proche du club. Là, à chaud, je dirais comme ça. Mon premier souvenir, ouais. Après, là, sur la porte de la maison, j'ai une photo avec mon père qui date de 97, ça fait un moment, mais je suis assez content d'avoir cette photo, parce que justement, ça me rappelle un peu d'où je viens. Mais je crois que cette photo, je suis tombé dessus parce qu'elle a dû être reprise dans des articles te concernant, non? Sur le net. Je l'ai posté sur Insta. Je l'ai posté sur Insta il y a pas si longtemps, ouais, parce que je suis retombé dessus un peu par hasard, et c'est vrai que bah, c'est aussi bien de montrer et de se rappeler d'où on vient. Et ton père, il faisait donc du kayak? Ouais, bah c'est lui qui m'y a amené en fait. Il a commencé un an avant moi, et mes parents m'y ont amené après, parce que je touchais un peu tous les sports étant gamin. Et puis bah pourquoi pas le kayak? En plus, apparemment, j'avais peur de l'eau quand j'étais petit, chose que moi je me souviens pas. Mais voilà, ouais, du coup c'est lui qui a commencé un an avant moi. C'est marrant ce que tu me dis parce que j'ai interviewé Nelia juste avant toi il y a quelques jours et elle me disait pareil que ses parents l'avaient mis au kayak parce que elle avait peur de l'eau entre guillemets qu'elle s'en souvenait pas. Donc Ah ouais, bah, ouais, drôle de en même temps, coïncidence. moi, ça fait un moment, ça fait presque 24 ans, donc tu vois, ça remonte à longtemps. Et c'est un truc auquel tu as tout de suite accroché le kayak alors? Bah oui, c'est vrai que je m'y suis tout de suite plu, et il y avait aussi bah, le fait que ce soit un bon club avec une bonne ambiance, une bonne émulation à l'intérieur du club. On était un bon groupe de copains en plus, et puis une bonne animation aussi. Fait que bah voilà, moi je m'y retrouvais, mon père aussi, je pense, parce qu'il y avait un bon groupe de compétition aussi, avec qui il s'entendait très bien, et donc c'est vrai que ça, bon, on s'y est attaché, hein, et donc j'y suis resté 20 ans dans le club, donc donc c'est vrai que c'était vraiment sympa, ouais. Ton père il a fait aussi des compétitions de kayak parce que tu dis il a commencé un an avant toi et donc il a fait des compétitions de quoi après en kayak? Bah, on était issu du club de kayak, donc c'est un club de course en ligne. Il a fait les compétitions, les championnats de France de fond, championnats de France de vitesse et championnats de France de marathon. Voilà, il y avait une grosse. Bah, c'est un club de compétiteurs, hein, parce on a longtemps été en première division au niveau du classement national. Et donc voilà, ouais, il faisait partie du groupe de compétition. Enfin, il a même été président du club les années après. Donc ouais, il a vraiment participé à la vie du club aussi. Ah ouais, bah, je t'en parle parce que ça me paraît assez rare de commencer tard le kayak parce que ton père, il a commencé à 24 ans, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais on a à peu près le même âge. Il devait avoir 30 ou 35 ans, aux alentours de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, il a réussi rapidement à faire des compétitions de course en ligne. Alors, ce qui me paraît assez peu évident quand on est adulte, non? Oui, oui, mais après, c'est vrai que ben, la culture du club vraiment à Vernon, c'est les équipages.
Et au-delà du monoplace, en fait, ils étaient un bon groupe chez les vétérans tout de suite, avec notamment Xavier et Vincent Florio. Il y avait Jean Bettencourt, Hervé Dassy, il y a eu Christophe Herbin justement. Et j'en oublie, mais voilà, c'était vraiment comme une bande de copains en fait qui préparaient un K4 5000 mètres ou les championnats de France. Et voilà, je pense au-delà des courses en monoplace, ce qui lui faisait plaisir, c'était aussi de monter dans les bateaux longs. Et voilà, ce que le samedi après-midi au club de Vernon, c'est la sortie équipage où tu composes les bateaux avec tout le monde, donc tu navigues avec les gens de différents niveaux. Et voilà, c'est une espèce de petite culture de l'équipage qui a fait que voilà, il s'est aligné sur les compètes avec le groupe de copains. Et puis ça a pris. Et puis moi, en fait, naturellement, j'ai suivi. Toi, quand tu as commencé enfant, est-ce que tu as fait quand même un peu d'eau vive ou pas du tout? Si tu veux, en Normandie, quand on faisait des courses de rivière, on ne peut pas appeler ça vraiment de l'eau vive. Parce qu'il doit y avoir des passages classe 2 éventuellement, peut-être classe 3, mais sur pas long du tout. Donc voilà, je me suis limité à ça au niveau eau vive. Après, voilà, j'ai jamais été faire des stages de haute rivière. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, en plus, si on me propose, j'irai. Je suis pas forcément à l'aise en fait là-dedans. Après, j'ai descendu Bourg, à Bourg-Saint-Maurice et tout, mais c'est pas mon délire. Est-ce qu'au début, au club de Vernon, comme c'était un club assez compétiteur, même quand on était jeune, c'était quand même que 2 séances par semaine, comme tous ceux que j'ai déjà interviewés, où il y avait plus de séances? Vraiment au tout début, oui, forcément, quand on est dans le club vraiment, enfin dans le groupe débutant, c'est le classique le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Après, c'est vrai que rapidement, ça a été quand je suis passé minime cadet, en fait, il y a un petit groupe compétition et là, il y a accès à d'autres séances, à des séances supplémentaires. Il y avait le vendredi soir, il y a le mardi. Enfin, après, c'est selon les disponibilités de chacun. Il y a aussi, faut que les parents y suivent et qu'ils puissent être, qu'ils soient d'accord. Parce qu'au début, en plus, nous, on n'habitait pas à Vernon même, donc c'est vrai que c'était compliqué ça fait des trajets, du transport, du temps, du coup, de l'énergie. Donc voilà, mais après, une fois qu'on a déménagé vraiment sur Vernon et que j'étais plus libre d'y aller au club, de faire les trajets en vélo, en fait, vu qu'il y a un groupe compétition, il y avait comme un peu sur les structures fédérales avec un plan d'entraînement et tout le monde se cale et puis ceux qui veulent être dans le groupe de compétition, c'est un engagement en fait. Après, une fois que tu te dis que tu viens, tu y vas et puis c'est parti quoi. Est-ce que tu as rapidement progressé et été parmi les meilleurs à ce moment-là, quand ta cadence d'entraînement a augmenté? Oui, ouais, tout de suite j'ai accroché en fait et c'est vrai que j'ai plutôt toujours été dans les premiers de ma catégorie et forcément du coup c'est plaisant déjà et en plus il y avait un bon soutien au niveau du club. La personne qui m'a appris à pagayer globalement m'a suivi. Nos chemins se sont suivis jusqu'à ce qu'il soit directeur des équipes de France et sélectionneur de l'équipe de France marathon, alors que j'étais son athlète et c'est lui qui m'a appris à pagayer au club de Vernon. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'ils m'ont toujours soutenu et m'ont aidé aussi à franchir les étapes. Est-ce qu'on peut dire, comme j'avais vu avec Adrien Barre et le canoë avec Saint-Laurent-de-Blangy, est-ce que si on est au club de Vernon, on est, je vais pas dire assuré, mais je vais dire ça comme ça, assuré d'atteindre un bon niveau si on rejoint le groupe compétiteur, en gros? Non, je vais te dire non parce que en fait ça dépend. Enfin, il y a tellement de paramètres. C'est pas un automatisme en fait.
C'est pas parce que demain Michel il va aller sur le pôle France que ça va devenir une bête de guerre et que il va être claqué des finales ou des podiums au championnat du monde. Il y en a. Enfin, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu penses que toi, tu as été rapidement doué par quel facteur? Est-ce que tu sais l'expliquer? Ou du moins, est-ce que tu as des hypothèses? J'ai été doué. Des hypothèses. Bah déjà, il y a un certain bon feeling avec le kayak. Enfin, il faut sentir les choses dans le bateau, la pagaie, tout ça. Et puis il y a un accompagnement. Enfin, en tout cas, quand on est débutant, quand on monte, enfin, je veux dire, quand on est minime ou cadet, c'est aussi important de. Il y a le talent forcément, mais c'est aussi déjà important d'être bien accompagné. Euh, à partir de quand tu es entré en équipe de France? En 2004, j'étais cadet. J'étais cadet et cette année-là, on était deux à être surclassés. Il y avait Étienne Hubert et moi. Et c'était canon parce qu'on avait une super équipe avec déjà avec quelques noms. Enfin, il y avait Vincent Lecrubier aussi que tu as déjà interviewé, je crois. Et ouais, il y avait Vincent Lecrubier, JB Safrano, il y avait Hans Flandre, Joseph Lambert, Nicolas Milleri et Vincent. Et on était une grosse équipe. Et puis en plus, on a cartonné. Enfin là, on avait vraiment une bonne génération. Où nous, on fait sixième en K4 500 mètres. Et c'est la moins bonne place de l'équipe au championnat d'Europe. Tous les autres ont fait comme nous ou mieux. Donc c'est vraiment, enfin, on avait vraiment une belle génération. Quand tu rentres en équipe de France, est-ce que c'est pour toi une consécration ou juste un passage que tu voyais, que tu entrevoyais avec tes progrès? À cette époque-là, non, c'est assez inouï, c'est quelque chose de fabuleux parce que bah, déjà on est jeune. Enfin, je me retrouve aux sélections équipe de France qui était à Boulogne-sur-Mer cette année-là, je me souviens, et qui était dans des conditions assez affreuses. C'était compliqué, le bassin, il y avait beaucoup de vagues, enfin du vent. Et je fais un super 1000 mètres, je sais plus ce que je fais, mais on arrive super serré avec. Je me souviens de regarder Joseph Lambert sur la ligne et quelqu'un d'autre. Et sur le 500, je passe pas en finale et Hervé Duhamel, qui était mon entraîneur du Pôle Espoir, me motive bien et me dit allez, faut faire un bon 500, c'est important pour la suite et tout. Mais moi, je réalisais pas du tout, j'étais pas du tout projeté sur une éventuelle sélection, quoi. Et à cette époque-là, vraiment, c'est super cool parce que bah, je gagne la finale B, mais ça nous a donné en fait une opportunité avec Étienne de rentrer chez les grands, d'avoir un aperçu de ce que c'est les compétitions internationales. Un petit peu en avance, mais on était avec des gens un peu plus âgés, déjà matures. Un mec comme Vincent, comme JB. En plus, je me souviens, JB, je m'entraînais avec lui au quotidien à Caen, avec Hervé aussi. Et c'était génial, en fait, de déjà partir sur un championnat avec eux. Déjà, voilà, ça booste, en fait. Tu réalises un peu ce que tu fais et après coup, en fait, tu te dis que t'es peut-être pas là par hasard, que c'est pas en fait que de la chance et voilà, même si au final, lors de ma première sélection, peut-être le truc que j'attendais le plus, c'était ma dotation équipe de France. Je vois bien l'idée. Est-ce que à ce moment-là, tu suis une scolarité particulière ou tu es encore scolarisé normalement? Je suis au Pôle Espoir à Caen. Je suis au Pôle Espoir à Caen et donc du coup, bah, il y en a des aménagements au lycée Laplace et il y a des aménagements qui font qu'on peut s'entraîner quand même 2 fois par jour. Et donc oui, on peut appeler ça une scolarité particulière. Là, tout à l'heure, tu disais que tu étais sélectionné équipe de France et que en cadet, tu es rentré directement en équipe de France senior, en fait, ou c'était junior? Ou c'est Non, directement junior, ouais. Non, junior, ok. junior.
Ouais, j'allais dire. Junior en 2004, j'ai fait junior en 2004, 2005 et 2006. Et là, tu parlais du K4 500 mètres. Au début, tu te destinais plus au sprint, le 500 mètres, ou c'était ta spécialité? Ouais, en fait, chose qu'on essaye de faire bouger au jour d'aujourd'hui et qui a commencé à bouger en fait. Mais à l'époque, clairement, le marathon c'était une discipline de l'ombre et c'était à part quelques seniors qui étaient déjà un petit peu spécialisés, les juniors qui allaient courir un championnat du monde, si tu veux, c'était vraiment les sprinters en fait qui avaient envie de courir qui avait envie et qui avait la capacité aussi, bien sûr, aller sur le championnat du monde, chose que Vincent avait fait justement, Stéphane Boulanger aussi, voilà tout ça. Et donc toi, tu te destinais plus au sprint au départ alors? Complètement, mais parce qu'en fait, c'est j'étais dans le moule fédéral, si tu veux. C'est que de toute façon, quand tu commences, tu rentres sur une structure et il faut faire du sprint. Donc tu fais du sprint parce que mais tout est construit comme ça. L'animation nationale, elle est basée sur le programme olympique. Enfin, tout évolue. Le championnat de France aujourd'hui, il y a plus de 1000 mètres. Pourquoi? Parce aux Jeux olympiques, il y a plus de 1000 mètres non plus, en fait. Et donc, du coup, tu rentres sur une structure fédérale. Alors, certainement, aujourd'hui, ça a évolué et je l'espère, mais moi, je suis plutôt c'est plus mon époque, entre guillemets. On dirait un vieux, mais c'est un peu vrai. Mais si tu veux, à mon époque, t'avais les tests classiques, enfin, les tests, et c'était pour rentrer sur un pôle et c'était pour faire du sprint, point barre. Et le marathon, c'était un truc, ça existait, mais clairement pas en mode. Pas du tout en mode allez, je vais faire une carrière de marathonien à fond, quoi. Est-ce que tu aimais, avant de te mettre au marathon, justement, faire des longues distances en kayak? Oui, de toute façon, je suis revenu à la maison mère un petit peu parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours été bon aussi en junior avec Étienne. On a gagné en K2, au championnat du monde, il gagne, moi je fais deuxième. L'année d'avant, je gagne une Coupe du Monde. Ça m'a toujours plu parce que la course du marathon, c'est la gestion de l'imprévu et c'est tactique. Et puis c'est fun. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une course de marathon en kayak pour ceux qui connaissent pas exactement? Et ben le marathon en kayak, alors je veux dire ma distance pour les seniors parce que les plus jeunes, c'est beaucoup plus court. C'est 29,8 km. On tourne sur des boucles qui font à peu près 3,5 km ou un peu plus. On fait 8 grands tours et un petit tour à la fin. Et les tours sont séparés par un portage. C'est-à-dire qu'on sort du bateau, on court avec le bateau à la main et on rembarque. Et donc on effectue 7 portages et à la fin du 7e portage, il reste un petit tour de à peu près 1 km pour ajouter un petit côté spectaculaire parce qu'il reste à peu près 4 minutes. Et c'est en général là que la course se joue. Ok, donc là, quand tu fais du marathon, tu es obligé de t'entraîner à sauter du bateau pour sortir et sauter du bateau pour rentrer dedans pour perdre le moins de temps possible, j'imagine? Oui, c'est ça. Après, ça dépend des conditions, ça dépend du type de portage aussi, parce que il y a les portages plage, il y a les portages pontons, ça dépend de la hauteur du ponton, ça dépend du vent, il y a énormément de paramètres à gérer. Mais oui, effectivement, quand les conditions sont bonnes et tout, le but, que ce soit sur un ponton ou sur une plage, c'est que le bateau soit jamais à vitesse zéro en fait. Si tu veux, c'est pas on arrive, on pose le bateau au bord, on se prend le temps de s'asseoir dedans et non, c'est vraiment on court, on saute dans le bateau et puis c'est reparti quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché le sprint pour te mettre au marathon? Il y a plein de raisons.
Je vais te dire la raison principale, c'est que je voulais me réapproprier mon propre projet, clairement, et puis faire du bateau pour la Fédé ou pour un collectif ou quoi que ce soit. C'est faire du bateau pour moi. Retrouver une vraie raison pour laquelle je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Et, euh, et voilà, en sprint, après mes aventures un petit peu, les non-sélections, alors que pourtant j'ai rentré dans les clous, et ben la question clairement elle s'est posée, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et tout. Et après, bah voilà, le moyen que de continuer et surtout en fait d'atteindre mes objectifs que je m'étais aussi fixé, que ce soit en sprint ou et ben les meilleurs moyens en fait c'est de les atteindre en marathon. Et donc voilà, je me suis retourné vers le marathon et en fait aujourd'hui mes objectifs sont plus ou moins atteints. Quels Enfin, étaient-ils au départ? ceux que je m'étais fixé à l'époque, ils ont été atteints. Et donc voilà, je regrette pas du tout mes choix. Euh, quand on fait du sprint en kayak, si on est en équipe de France, on est sportif de haut niveau. Donc j'imagine qu'on a des aménagements, j'imagine pas, mais je sais qu'on a des aménagements en fonction d'où on travaille, etc. Est-ce que le marathon en kayak c'est considéré comme sport de haut niveau vu que c'est pas olympique? Bien sûr. Bien sûr, c'est sport de haut niveau. On est reconnu discipline de haut niveau. D'ailleurs, grâce à ça, je remercie Xavier Fleuriot grâce à ça, parce qu'il est en partie pour quelque chose. Et oui, évidemment qu'on est sportif de haut niveau. Je suis comme Adrien, je suis sur les listes ministérielles, je suis en liste élite sur les listes ministérielles. Donc voilà, on n'est pas olympique, mais on a autant de mérite qu'eux. Et je ne dis pas le contraire vu la Non, non, distance. je sais je sais bien, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent voir ça comme une sous-discipline. Alors effectivement, il y a le Graal olympique. Il y a le Graal olympique que je comprends, et moi j'ai fait entre guillemets mon deuil au fait que j'irai jamais au jeu. Mais c'est pas pour autant que en fait on fait une sous-discipline. Voilà, le marathon c'est une bien belle discipline avec une belle densité et des beaux sportifs, une belle mentalité. Bah, comme tu le dis, pour suivre un peu de loin, j'ai l'impression que le marathon, ça s'est un peu professionnalisé, dans le sens où ça fait maintenant quelques années que je suis, et on voit des spécialistes du marathon. On a l'impression que ça va de plus en plus vite. J'avais interviewé Romain Marco qui faisait du marathon justement parce qu'il était quatrième homme en sprint, et il s'en était sorti plutôt bien en marathon. Euh, Comment on s'entraîne aujourd'hui au marathon? Comment tu t'entraînes toi? Est-ce que c'est essentiellement de l'aérobie, j'allais dire de l'EB1 et puis un peu de B2, ou est-ce qu'il y a quand même des sprints ou autres dans l'entraînement? Ouais, il y a tout. Bah, évidemment, on fait beaucoup d'aérobie, beaucoup de B1 parce que bah voilà, les courses sont quand même 30 bornes, donc faut pouvoir les encaisser. Mais c'est pas une balade de 30 bornes justement, c'est un changement de rythme permanent, et donc il faut avoir une capacité à réaccélérer très vite et parfois entretenir des vitesses très élevées. Et donc ça justement, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. Le groupe des marathoniens là, les seniors. Je pense à Jérém, Steph et puis Edwin. En fait, on est tous issus du sprint, et donc quand même, on a cette technique qui fait que quand il faut réaccélérer, changer de rythme, on a une certaine aisance. Donc ça fait notre force. Comme tu dis, Romain aussi, en fait, il était super fort par rapport à ça parce qu'il pouvait te claquer une bourre énorme au bout de 20 bornes et faire mal. Après, on était encore trop, je vais dire, il y a encore trop, 3 4 ans, même un peu, ouais, plus 4 5 ans, on était trop en mode encore course en ligne. C'est-à-dire que on s'était dit, bah voilà, on a une technique de course en ligne, on va venir faire du marathon, on se spécialise, mais on n'avait pas trop fait d'adaptation, notamment en termes de technique et en termes de matériel. Et une fois qu'on a fait ces changements, en fait, on a un peu passé un petit cap aussi.
Parce Est-ce que tu peux expliciter ces changements justement techniques? Est-ce que c'est par exemple pagayer un peu moins haut, plus en fréquence, une pagaie plus petite? c'est une adaptation au niveau du matériel. On a tous réduit la taille de notre pagaie en taille, en surface de pale aussi. On est quasiment tous à passer à plus petit. Du coup, en fait, ça donne une évolution technique un peu obligatoire. Tu pagaies avec moins long et moins gros, donc forcément, tu vas pagayer un petit peu plus vite, mettre plus de tours. Mais du coup, pour pas trop te fatiguer, tu peux pas avoir tout le temps beaucoup d'appui. Donc, c'est une cadence plus haute. On fixe un peu moins les mains sup. Il y a moins de tempo. Disons que ça, c'est un peu les bases. C'est les grandes lignes. Ça se fait à quelle cadence un marathon, entre guillemets, si on fait une moyenne? Je sais pas, je dirais entre 80 et 90 peut-être. Ah ouais, ça tourne à fond alors pour un marathon. Ah ouais, je me rendais pas compte. Ok. Et 80-90. Et c'est pour quelle vitesse à peu près? En monoplace, c'est du 14 de moyenne. Ah ouais. Et en biplace, ça donne quoi alors? À plus de 15. Ah ouais. Et quand tu dis que tu as réduit la surface de pale et la longueur de ta pagaie, pour toi, ça donne quoi par exemple quand tu faisais de la course en ligne sprint et maintenant de la course en ligne marathon? Les différences? Quand je faisais de la course en ligne, en sprint, je fais n'importe quoi. Il y a eu une mode que j'ai suivie un peu au niveau des grands, Seb. La mode a été pendant un moment à avoir une grosse pagaie assez grande. Et donc, du coup, j'ai pagayé en Bradshaw 2, mine en 2,18, 2,18,5. Et puis, ça le faisait, hein. Forcément, on s'adapte. Et puis, voilà, aujourd'hui, je pagaie en Bradshaw 11 mine en 2,16 ou 2,16 et demi, ça dépend, mais plutôt souvent en 2,16. Ça correspond à quoi, Bradshaw 11 mine? C'est quoi, c'est 7,75 ou 7,60? 760, ok. Ouais. Et le bateau en marathon est également plus léger, si je dis pas de conneries. Ouais, il fait 8 kilos. Ah, 8 kilos. Ah ouais. Et par contre, c'est la même forme, c'est le même bateau pratiquement. Ouais, c'est exactement la même forme. On a les mêmes formes, on a le même accastillage globalement, sauf qu'on a une pompe dans le bateau. Mais non, c'est 8 et le K2, c'est 12. En fait, notre biplace fait le poids du mono en course en ligne. Est-ce que ça fait bizarre quand on passe du bateau de sprint au bateau de marathon, étant donné qu'il y a 4 kilos d'écart? Ça fait bizarre, oui. Après, quand on fait les courses de fond ou de sprint, si tu veux, on est obligé de remettre les poids dedans. Aujourd'hui, ce qui me dérange le plus, en fait, à avoir fait plusieurs années de sprint, là où moi j'ai des difficultés en réadaptation, en fait, c'est par rapport à la rigidité du bateau. C'est-à-dire que j'ai encore mon bateau de course en ligne qui est un Elo SCS. Et aujourd'hui, je suis plus à l'aise à garder mon bateau de marathon et mettre 4 kilos dedans que de reprendre mon bateau de course en ligne qui est déjà à 12 kilos tout équipé. Parce que en termes de rigidité, en fait, j'assume pas le bateau. En fait, il me renvoie pas ce que je lui donne, si tu veux. Et du coup, je suis plus à l'aise avec mon bateau de marathon. Est-ce que c'est un peu comme les manches de pagaie avec différentes rigidités? Oui, exactement. Le manche aussi, justement, j'en ai pas parlé, mais j'ai le manche de la pagaie, c'est une paille, quoi. Le truc, il est super souple. On pagaie avec des pagaies. La plupart des marathoniens, là, on est beaucoup à avoir des pagaies très très souples avec un manche. Moi, je pagaie en Bradshaw avec les manches un peu de surf ski, quoi. Parce que pour bien réaccélérer au bout de 20-25 km et sans que ça tape trop dans les avant-bras ou les tendons des biceps, des épaules, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez souple. Ok. Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore de faire des compétitions de sprint? Bien sûr. On n'a pas regardé les résultats du dernier Open de K2. On a failli aller aux Jeux Olympiques avec. Oui, bien sûr. Oui, je vous ai vu. Vous étiez pas loin, mais pas loin. Non, mais bien sûr, on le fait avec plaisir. Oui, je vous ai vu, c'est vrai.
parce que ça reste important de garder le contact avec ça. Comme je te dis, on est amené à faire des gros sprints. Hein, un sprint à la fin du 30 bornes, le dernier kilomètre du marathon, il est intense. Surtout le dernier 500 mètres après le dernier virage. Ça peut, si ça attaque dès la sortie du virage, il faut être capable de tenir une cadence très élevée, une vitesse très élevée. Donc c'est vrai que c'est bien de garder le contact. Et puis c'est toujours agréable aussi pour nous de se remettre dans un sabot et de se confronter directement aux mecs qui préparent le sprint. Après, moi, j'ai plus de mal maintenant à revenir en monoplace parce que j'aime pas me faire rouster, en fait. Et avec le marathon, on a quand même perdu un petit peu cette vélocité que les gars ils ont sur le départ. Je parle du 1000 mètres notamment. On prend une rafale les 200 premiers mètres et après, on peut plus ou moins maintenir la même vitesse qu'eux, mais c'est vrai qu'on a perdu ça. Et voilà, en mono, moi, je m'y retrouve plus trop. Alors après, je ferme pas la porte. Hein, je dis pas que j'en ferai plus jamais. Mais là, ces derniers temps, c'était moins mon délire. Alors que m'aligner, tu vois, dans un K2000, là, avec Jérém, c'est toujours un plaisir. Mais si on fait avec le club, avec Stéphane et Guillaume, sur du K4000, on fait même le K4500, on y va, les yeux fermés, quoi. Est-ce que, comme c'est une discipline aérobie qui nécessite, tu me corrigeras si je me trompe, mais beaucoup d'entraînement. Tu vois, j'ai interviewé Nicolas Lambert qui me disait que lui, avec le surski, il y avait beaucoup d'entraînement et qu'il n'avait pas trop le temps de faire tout ce qui était préparation physique générale autour. Est-ce que toi, tu fais beaucoup de préparation en dehors du bateau? Oui, et on veut absolument garder le contact avec ça, en fait, parce que c'est Nicolas Parguel, le manager de l'équipe de France de marathon, qui nous fait les plans d'entraînement. Et nous, on lui demande, en fait, on peut pas, on a ce besoin, en tout cas, de garder le contact avec la muscu pour garder cette puissance qu'on a, entre guillemets, cette petite puissance de marathonien, mais cette puissance qu'on a parce que les autres aussi, ils font de la muscu, on a affaire à des costauds et puis ouais, l'endurance de bateau, en fait, ça suffit pas. C'est bien de passer en salle, se taper des forces endurance. On fait moins de force max, c'est sûr. De la vraie force à venir sur des petites séries de muscu pour claquer un gros max. Forcément, on en fait moins et nos max ont baissé. Mais ouais, on fait 2 à 3 séances de muscu par semaine. Je déteste la course à pied. Mais voilà, j'allais y venir. Est-ce que tu fais de la course à pied ou de l'entraînement aérobie en dehors du bateau? On fait du vélo et de la course à pied aussi. Mais j'avoue que c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma tasse de thé. Mais je me bouge les fesses pour le faire quand même. Parce que il faut être véloce au portage aussi. Ça cavale. C'est un mini sprint. Et donc du coup, oui, je garde le contact avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai arrêté, mes baskets, je les jette ou je les mets dans un placard. Mais tu pourras les mettre aux enchères. Peut-être. En muscu, tu disais que tu faisais plus trop de force max et donc tu avais perdu un peu de force. Est-ce que tu as progressé malgré tout en force endurance? Je veux dire en répétition à un certain poids, par exemple? Ouais, les tests, on fait toujours les tests de FE, les classiques, les 2 minutes. Ça, à la limite, ça s'est bien maintenu. En tout cas, même si, ouais, je peux dire que j'ai un petit peu progressé. En tout cas, j'ai clairement pas perdu. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, voilà, on essaye de se maintenir au niveau de la force, mais on fait ce qu'on peut. Ouais, vu que l'accent n'est pas là-dessus, on cherche vraiment plus à le développer, ça, si tu veux, notre force max. Donc forcément, les chiffres s'adaptent aussi. Et non, mais c'était la question de voir si, comme tu avais arrêté la force, tu avais perdu en force endurance ou gagné malgré tout. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et même du coup, vu qu'on fait plus de force endurance,
on a cette capacité de résistance qui est assez, qui a augmenté en bateau et qui a aussi augmenté en muscu, qui des fois se reflète pas forcément sur les tests parce que les tests, c'est tellement mental en fait quand tu y arrives et que si t'as pas envie, ton test il est nul. Mais voilà, sur les séances globales en général, c'est vrai qu'on assume des charges assez correctes et sur un bon nombre de reps, quoi. Des fois, on se tape des 100 reps, des 200, des 300 reps. C'est vrai que c'est engagé. C'est une sacrée séance. Et est-ce que tu travailles aussi les gens en muscu? Très peu. Très peu. Non, très peu. Enfin, ça, c'est plus dans les circuits training ou dans du gainage quand Philou il nous met des fentes et des bonds. Mais se taper enfin, je veux dire, quand on fait des travaux, non, des travails. Bon, bref, travaux, on a, je pense. Quand on fait des séries de puissance ou des 6x6, 6x10 par exemple, jamais on va aller se le faire en squat ou en soulevé de terre ou un exercice de jambes, quoi. Est-ce que c'est parce que le poids que tu fais est impactant pour le marathon, vu que c'est de la longue distance? Non, pas forcément. Déjà, j'aime pas trop. Et puis, ouais, non, je sais pas. Je sais pas comme. Enfin, en tout cas, avec Jérém, nous, on n'en fait pas. On se fait plus du pousser, du tirer, du gainage, mais les jambes, c'est pas fou. Alors que lui, pourtant, il court super vite. Et est-ce que, je rebondis sur ma question, est-ce que le poids que tu fais est impactant sur la performance en marathon? Est-ce que tu fais une course un peu au poids de corps? Jusque-là, pas trop. J'avoue que on fait attention forcément. Mais là, je suis affûté comme jamais je l'ai été. Et je pèse, je sais pas, j'ai un poids que j'ai pas fait depuis presque 10 ans. Combien tu pèses? Et là, je suis à 60. Hier, je me suis pesé au pôle, j'étais à 74,6. Ah oui, t'es léger. Mais on va voir. Je me sens bien en bateau. On va voir comment ça répond pendant les compètes. Et tu mesures combien? 1m79. Ok, donc donc t'es pas si léger pour ton poids. Est-ce que les autres en marathon font à peu près ton gabarit? Franchement, il y a de tout. Après, les Français, on a tous à peu près le même gabarit, dans les 1m80 ou 1m, enfin un peu plus. Et au niveau du poids, c'est quasiment similaire. Après, je sais que Hank McGregor, il est plus grand que nous. Les Sudaf, ils sont assez grands en général. Après, il n'y a pas forcément de tout petits. Disons que comme ça, je dirais le 75-80 kg, 1m80, ça reste à peu près le moule du marathonien, quoi. Est-ce que tu fais une alimentation particulière pour le marathon? Non, pas particulière. Après, là, je me suis rendu compte d'un truc en 2019, là, quand on a gagné avec Jérém. Inconsciemment, et vraiment sans le vouloir, les repas d'avant-course, le soir et le midi, je me suis fait des repas végétariens. Alors, souvent, ça a été parce que la viande qu'il y avait, elle me convenait pas. Mais voilà, ça fait quand même un bon petit moment que j'ai aussi un peu adapté mon alimentation, enfin changé naturellement, c'est-à-dire que je mange moins de viande. Des fois, le soir, souvent, ce qui est sûr, c'est que ces derniers temps, là, ça fait un bon moment que je mange végétarien le soir. Et le midi, voilà, disons que si j'ai pas mon apport de viande, que ce soit de la viande blanche ou rouge ou du poisson,
dans la journée, ça me dérange pas plus. Alors qu'avant, c'était entre guillemets un peu indispensable pour moi. J'espère que mon petit frère il va écouter ça, ça va le faire rire, il va me dire que je suis un idiot parce que ça fait 4 ans qu'il me le dit. Mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Voilà, tu as le droit d'évoluer, c'est normal. En fait, je posais cette question-là parce que quand les efforts sont de plus longue durée en marathon, je me disais que l'alimentation devait être peut-être un peu plus pointue, notamment d'un point de vue énergétique, dans le sens où peut-être que tu t'alimentes durant un marathon ou durant une longue séance. Avec, tu vois, en vélo, Oui. ils prennent des gels. Est-ce que toi, tu prends des trucs comme ça durant tes séances longues Ouais, de ouais, bien marathon? sûr, ça c'est primordial en fait. On peut pas se lancer dans la course avec juste notre poche d'eau, quoi, parce que comme tu le dis, la course est énergivore au possible et il faut absolument un petit apport en sucre. Alors moi, j'utilise juste une boisson d'effort dans mes poches, que je mets dans mes poches. J'ai un gel de secours sur le bateau toujours, au cas où j'ai un coup de pompe, qui des fois tu sais pas, ça peut venir alors que c'est pas prévu. Mais avant, je me forçais à le prendre tout le temps. Là, ces dernières années, il est là en secours, le gel, mais je le prends pas toujours. Voire même presque plus parce que, comme tu l'as dit, c'est certainement avec l'habitude, le temps, je sais comment bien faire les réserves en fait avant la course, comment me préparer et être prêt pour la course pour le jour J et avoir les batteries chargées, que ce soit sur tous les plans. Et voilà, du coup, ça sert à rien, je pense, que de aussi surcharger en complément, tout ça pendant la course. Si tous les voyants sont ouverts, avec uniquement de la boisson d'effort, voilà, c'est ça. Et en fait, je m'y habitue un petit peu parce que je prends la même boisson je prends la même boisson pendant l'entraînement aussi. Donc, Est-ce que je peux te demander, c'est quoi comme boisson que tu prends? ça dépend, ça dépend. Là, pendant un bon moment, j'étais avec Oversteam parce que aussi l'INSEP était avec Oversteam. Voilà, là, je pense que je vais repartir là-dessus. Je vais continuer là-dessus parce que là, au quotidien, à l'entraînement, sinon j'utilise la boisson Decathlon, la Aptonia, qui est très bien pour les besoins qu'on en a d'apport en sucre, en sels minéraux et tout ça. Mais pour les compètes, je garde quand même le contact, je garde la boisson Oversteam, ouais. Est-ce que pourquoi tu gardes plus contact avec Overteam pour les compètes? Est-ce que t'as remarqué que c'était mieux pour la compète ou une meilleure Non, sensation? je sais que ça marche en fait. Et du coup, ça a marché. Et voilà, je préfère la garder. Ça a marché avec celle-là et ça a marché avant avec. J'avais de la Gatorade, j'ai essayé avec du Punch Power, j'ai essayé avec pas mal. J'en ai eu à part moi l'Isostar où j'ai pas eu un bon feeling avec cette boisson. Le reste, franchement, ça a plutôt été correct. Donc après, voilà pourquoi changer quand tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, quoi. Comment vous êtes encadré l'équipe de France de marathon? Est-ce que vous êtes encadré comme l'équipe de France de sprint, avec des entraîneurs bien à vous, des kinés? Est-ce que vous partez en stage aussi souvent? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, on a un budget qui est au ras des pâquerettes, si tu veux. Donc, on a le budget seulement pour faire un seul stage dans l'année. Et là, on a fait le choix de faire un stage de reprise bateau en hiver. C'était au Gros du Roi. Donc ça, c'est par rapport au stage. Tu vois, là, pour l'instant, on peut même pas se projeter sur avoir un stage terminal pour préparer le championnat du monde. Ça va être les athlètes, on va devoir se débrouiller si on veut le faire pour se retrouver tous ensemble ou alors après partir chacun de notre côté. Mais voilà, c'est. Non, non, on part pas en stage toutes les 2 semaines comme certains. Clairement, on peut pas. Après, le manager de l'équipe de France, c'est Nico qui bosse à la Fédé.
qui est CTR ou CTN dans les Hauts-de-France et qui a des missions au siège aussi. Et pour le reste, ça s'appelle du bénévolat, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a Hervé Duhamel qui a été entraîneur national au Pôle Espoir de Caen et puis qui a entraîné Sébastien Jouve pendant longtemps, voilà, qui l'a emmené au plus haut niveau. Et ben, il prend sur son temps perso et il vient sur les compètes avec nous et sur les stages parfois. Et donc voilà, heureusement qu'il est là, qu'ils sont là. Alors il n'est pas dans le staff, mais nous au quotidien, on a la chance d'être suivi quand même par Philippe Collin parfois, qui prend sur son temps aussi pour venir nous suivre. Mais c'est pas, enfin pour nous, on peut dire c'est un peu notre entraîneur attitré, mais c'est un privilège parce que normalement, bah, il prend sur son temps perso un peu pour venir nous suivre. Donc on a cette chance. Et pour le reste, bah, franchement, il y a mon père qui est dans l'équipe qui est dans le staff de l'équipe marathon. Et heureusement qu'il est là parce que bah, il fait beaucoup de choses pour la logistique, pour accompagner Nico, pour un peu délester Nico aussi de toutes les missions qu'il se retrouve à faire sur place, dans les organisations aussi. Et puis en plus, il a un impact direct sur notre course parce que c'est notre ravitailleur avec Jérém. Donc ouais, non, on a une équipe clairement, c'est semi-pro pour pas dire totalement bénévole. Mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on sait quand même que je dis on parce que voilà, on a les 4 athlètes, les seniors avec Edwin, Beck et puis Jérém. On accompagne Nico au fait du mieux qu'on peut. Et aussi, on a un peu la chance d'avoir pu se constituer notre équipe aussi de choisir les gens avec qui on voulait être sur les compètes qui pouvaient nous accompagner en fait. Parce qu'en plus on s'entend super bien avec Nico à côté et lui aussi en fait c'est important je pense d'être entouré de personnes en qui il a confiance, avec qui le feeling passe très bien et donc voilà. Et pour terminer, quand tu nous dis kiné et tout ça, et ça reprend le début de ma réponse, c'est qu'on n'a pas de budget et donc du coup, on n'a pas de kiné. Heureusement, des fois, il y a la femme de Pascal Boucherie, Muriel, qui pareil, prend de son temps pour nous accompagner et pour nous traiter sur les compètes. Et d'ailleurs, on la remercie énormément. Mais sinon, à part ça, voilà, la réalité, c'est que quand on part sur un championnat du monde, nous, on n'a pas de kiné, on n'a pas de médecin, de je ne sais pas quoi, d'équipe de soutien, de tout ça. Et comment tu expliques ça? Parce que là, comme tu disais avec Jérém, vous avez été champion du monde, donc vous avez des résultats. Est-ce que c'est parce que c'est pas une discipline olympique? C'est olympique, ça rime avec politique. Non, mais c'est rigolo et à la fois c'est un peu triste aujourd'hui. Tu vois, la semaine prochaine là, et aujourd'hui, alors attends, je dis la semaine prochaine, je sais pas quand ça va sortir, mais on est le 13 juin aujourd'hui. Et la semaine prochaine, là, le 19 et le 20, il y a une Coupe du Monde de marathon à Vers-sur-Marne. Et il y a des gens en France, des kayakistes français qui sont même pas au courant qu'il y a une manche de Coupe du Monde de marathon en France. Et voilà, quand je te dis que c'est politique, c'est tout ça, c'est malheureux, tu vois, en termes de communication. Ça reste un événement quand même, enfin, ça reste une fête, même une manche de Coupe du Monde à la maison, à Paris, sur le bassin qui accueillera les JO en 2024. Et il n'y a rien qui est fait voilà, par rapport à ça. Et c'est triste. Et pourtant, on nous avait dit, ou en tout cas, le retour que Nico il avait eu des gens de la Fédé, c'est que pour pouvoir exister cette discipline, il faut qu'il y ait des titres de champion du monde. Et nous, aujourd'hui, on est champion du monde, justement. Et en fait, la discipline, c'est nous qui la faisons exister et c'est nous qui devons écrire à nos copains étrangers pour leur dire si, ça a bien lieu, les gars, venez, vous inquiétez pas, nous, on sera là.
Enfin, voilà, c'est déroutant des fois. Ouais, j'en parlais, je sais pas si t'as écouté mon podcast avec Patrick Le Foulon, mais on en parlait un petit peu de l'avenir du kayak. Et moi, je trouvais justement que le marathon était une discipline assez, comment on peut dire, assez fun à regarder, étant donné qu'il y a des tours, il y a des portages, comme tu dis, il y a le dernier kilomètre à la fin, tu sais, il y a un peu de bagarre, c'est un peu fun à regarder, quoi. Ça pourrait être, à mon sens, beaucoup être mis plus en avant que d'autres disciplines de la course en ligne qui peut être un peu longuette ou pas très fun à regarder, notamment pour le grand public. Je pense que c'est mon avis, mais ça pourrait être peut-être que le grand public pourrait regarder plus facilement ce genre d'événement, non? Si c'était médiatisé. Bah, carrément, surtout que maintenant, quand même, avec les drones, enfin, à l'époque, à la limite, sur les premières retransmissions, quand tu avais juste une caméra en poste fixe à un virage, qui zoomait sur le groupe qui arrive, qui passe le virage, et puis qui zoome une fois qu'ils sont partis. Et, oui, là, je peux comprendre, c'est pas très interactif, ça vend pas trop du rêve. Là, maintenant, avec les drones, les tours qui sont beaucoup plus courts, et puis bah, les bassins aussi, le bassin, par exemple, comme en Chine, où il y a des ponts, il y a des bras enfin, il y a des petits canals, il y a des virages, c'est assez sinueux. Et bah ouais, c'est vrai que c'est sympa à regarder. Et la plupart des gens, en plus, qui prennent le temps, parce qu'il faut prendre le temps, en fait. C'est pas le tout de se dire, ouais, mais non, c'est nul et tout, en fait. Si t'as pas pris le temps de regarder, bah tu sais pas. Et la plupart des gens qui avaient ce discours-là et qui ont pris le temps de regarder, finalement, ils se disent, ah ouais, mais en fait, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est assez amusant, il y a des rebondissements. Et puis, comme je le dis, c'est la gestion de l'imprévu, en fait. Tu sais pas vraiment, tu peux pas prédire ce qui va se passer, notamment avec ce format de course assez court, enfin de tour assez court, de portage qui revient souvent, et puis il y a une grosse densité, quoi. Je veux dire, là, quand tu fais un groupe de tête où tu as 10 mecs au bout de 25 bornes qui sont encore ensemble et qui restent un grand tour, un petit tour, bah faut serrer les dents et tu sais pas. Enfin, tu peux te dire que tu as encore ta chance, quoi. Ouais, donc, bah non, mais je suis, moi, je trouve que c'est assez sympa à regarder justement, et c'est vrai que là, ce que tu décris, je m'attendais pas à si peu d'aide extérieure. Est-ce que toi, personnellement, tu fais des choses justement dans cette optique un peu de haut niveau? Je sais pas, comme justement de toi-même, peut-être aller voir un kiné ou un ostéo ou faire de ce qui est un peu à la mode, ce que beaucoup font, c'est la préparation mentale. Est-ce que c'est des choses que toi tu fais de ton côté justement? Ouais, bien sûr. Fais, euh, je bosse avec un ostéo au pôle et quelqu'un à l'extérieur. Enfin, à l'ostéo au pôle, non, c'est pas vrai. Avec quelqu'un qui s'occupait de nous au pôle et puis que je continue à voir hors structure, qui s'appelle Maxime Cousin. Et puis, je bosse aussi avec un chiropracteur, Maxime Canu, qui lui exerce dans Paris. Plus voilà, une ou deux autres personnes également, pour ce qui est de prendre soin de mon corps physiquement et mentalement. Oui, j'ai aussi besoin et quelqu'un, enfin du monde, plus si besoin. J'ai moins un suivi régulier en fait, c'est plus quand j'en ressens le besoin, je fais un appel ou un message. Et parfois, ça suffit en fait pour me rebooster, pour me remettre dans le droit chemin, pour me redonner confiance. Mais oui, puis c'est super important en fait. C'est super important. J'incite tout le monde tous ceux qui souhaitent, enfin, qui sont en marche pour faire du haut niveau ou même qui sont curieux, en fait, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer tous ces outils. En fait, moi, je les considère comme des outils à la performance. Est-ce que tu fais partie tu parlais du pôle, est-ce que toi tu t'entraînes sur un pôle justement? Est-ce qu'il y a comme tu es sportif de niveau, il y a une structure pôle France qui est partagée justement avec les sprinteurs, là où beaucoup peut-être de marathoniens sont aussi? Alors moi, je m'entraîne au quotidien. Enfin, on est inscrit sur le pôle France vers INSEP avec Jérém.
tous les deux. Donc, on a un bateau là-bas et tout, et on navigue aussi sur la Marne parce qu'on a la Marne qui est à côté et qui est un super terrain de jeu. Mais c'est vrai qu'on profite de la structure fédérale pour. Ouais, on est inscrit sur le pôle. On est inscrit sur le pôle. Après, voilà, on n'a pas forcément de suivi au quotidien, mais on profite des installations. Et en fait, je pose cette question-là pour revenir un peu sur le milieu professionnel. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un travail à côté, un aménagement? Comment ça se passe? Des sponsors? Non, là, je bosse à plein temps à côté. Je suis directeur général d'une boîte qui fait des fringues, des vêtements. Elle s'appelle Bureau Babylone, l'entreprise, et on a une marque de vêtements qui s'appelle Urban Cross, qui est déjà sortie, qui fait des t-shirts manches longues, des vestes à zip et des débardeurs. Et là, pour le mois d'août, on a une autre marque qui va sortir, qui va être bien plus casual. On aura des polos, des t-shirts, un pull et un pantalon chino. Donc restez connectés, ça va bientôt sortir. Est-ce que je peux te demander en quoi ça se différencie des autres marques? Tiens, j'ai cru voir qu'il y avait une petite histoire derrière Urban Cross. Urban Cross, c'est une marque sportswear, streetwear, c'est-à-dire que c'est des vêtements de sport, mais qu'on peut aussi porter dans la vie de tous les jours. Mais la belle histoire qui va arriver là, qui va voir le jour, c'est la marque One for Us. En fait, c'est donc une marque de vêtements qui va être fait en matière 100% naturelle. Donc ça va être essentiellement du coton bio. Voilà, après on va peut-être utiliser du lyocell et tout ça, mais ça serait rentrer dans des détails trop techniques. Et nos vêtements vont être brodés en fait avec des petits animaux dessus. Et pour chaque animal, en fait, on a une association ou une ONG en fait qui défend ces animaux parce que on a choisi que des animaux qui sont en voie de disparition ou en danger. Et on leur reverse donc, pour chaque article acheté, on leur reverse une certaine somme. Voilà, pour protéger les animaux, parce que c'est une des valeurs fortes de notre entreprise. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver là au niveau professionnel? Alors, moi, j'ai eu un bac S et j'ai fait un diplôme de journalisme et communication à l'INSEP et qui était rattaché au CFPJ, au Centre de formation professionnelle des journalismes. Est-ce que si je te dis que ça paraît loin de ce que tu fais actuellement? Je te dis oui. Alors comment on en arrive sur Urban Cross, chez Bureau Babylone? En fait, déjà maintenant, tu vois bien comment ça fonctionne. En fait, on part dans un cursus scolaire et on se retrouve à bosser dans toute autre chose. Enfin, ça se fait de plus en plus en tout cas. Après là, l'histoire avec Bureau Babylone, c'est assez sympa. C'est que à la base, ça devait naître. Il devait y avoir un sponsoring tout simplement sportif où il y avait un soutien financier, une dotation en vêtements et finalement, en fait, de fil en aiguille, le PDG en fait était dans le besoin de quelqu'un comme moi au niveau de la com, notamment de l'entreprise et puis voilà, ça s'est fait à l'issue de notre première rencontre physique parce qu'on s'était vu en visio pendant le confinement l'année dernière et quand on s'est vu en vrai, voilà, on a échangé et je suis reparti en fait de cet échange où ça devait être juste une rencontre et officialiser notre sponsoring. Je suis reparti de là en tant que stagiaire com et puis 2 jours après en fait, 2 jours après, je bossais pour l'entreprise et même pas en tant que stagiaire. Je bossais pour Bureau Babylone. Et puis voilà, finalement, aujourd'hui, je suis associé et directeur général. Donc, ça a été assez vite, mais c'est plutôt super cool. Et est-ce que tu bosses à temps plein malgré tes 2-3 séances par jour? Ouais. Oui, parce que j'ai un poste à responsabilité.
On n'est pas nombreux et du coup, il faut qu'on se soutienne et qu'on se serre les coudes tous ensemble. Et voilà, donc après, ça a été une grosse adaptation, même un changement de mode de vie, on va dire. Parce qu'il faut aller à l'entraînement super tôt le matin et puis rentrer super tard le soir. Mais c'est un challenge. Je prends ça comme un challenge et pour l'instant, je tiens la route. Je promets rien, mais ça va. Je vais assez vite en bateau. Pour l'instant, on est toujours dans les clous. Enfin, je suis toujours dans les clous pour atteindre mes objectifs, donc ça, c'est cool. On va voir comment la saison se déroule, mais voilà. Est-ce que tu as, en plus de ton travail, des sponsors qui t'aident financièrement pour ta pratique? Oui, heureusement, quand même, parce que du coup, on n'est pas professionnel du tout. Et puis, c'est super bien, agréable de trouver parce que la situation n'est simple pour personne. Avec le Covid là, d'avoir encore des entreprises qui me soutiennent parce qu'ils me soutenaient avant le Covid et ils continuent après, ce qu'ils soutiennent, enfin ils tiennent leurs engagements plutôt et ça c'est génial. Donc j'ai ITS Group qui me soutient et ça fait un moment et donc je leur remercie. Ils étaient même venus sur une compète à Amsterdam me suivre. Et du coup, ça cartonne parce qu'il y a il y a un échange, quoi. Il n'y a pas que, comment dire. Il y a aussi de l'humain, tu veux dire. Voilà, exactement. C'est ça qui est canon. J'ai RM Sport sponsor aussi qui me soutient et du coup, il y a Urban Cross qui me soutient aussi. Donc ouais, non, heureusement qu'ils sont là, plus la région Normandie, forcément, le département et puis la Fédé, mine de rien aussi, qui investit un petit peu sur nous, mais c'est vraiment que ces 3 autres sponsors que j'ai cités avant qui m'aident vraiment et qui me soutiennent dans la perf, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu des blessures en kayak avec cette pratique du marathon un peu longue durée? Des blessures, je sais pas, comme des tendinites ou des choses comme ça? Non, moi j'ai la chance de jamais avoir trop de grosses douleurs, enfin de blessures. Les seuls trucs que j'ai eu même graves, c'est des entorses aux chevilles qui m'ont un peu paralysé assez longtemps, enfin immobilisé entre guillemets, pas le bon mot paralysé, mais immobilisé la cheville pendant bien longtemps et ça m'a un peu perturbé, mais non, le reste, j'ai pas eu de gros pépins physiques et ça, c'est une certaine chance. Et après, j'ai appris avec le temps un peu, c'est de s'écouter aussi, enfin de m'écouter et dès que j'avais une alerte, en fait, c'était d'aller voir les bonnes personnes, quoi, d'aller voir le kiné, l'ostéo, enfin tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut en tout cas pour pas que ça me perturbe et pas laisser traîner des douleurs pendant je sais pas combien de temps en se disant c'est bon, de toute façon arrive un moment ça va passer. Mais en fait ça passe jamais. Ça passe de moins en moins avec l'âge surtout. C'est peut-être ça. Ouais, aussi. Je vois bien. J'ai pu voir quand je regarde ton palmarès que tu as rapidement performé en marathon. Est-ce qu'au début, tu te voyais devenir champion du monde en marathon? J'en ai rêvé, mais non, j'ai mis longtemps avant. Je l'espérais, mais ça a toujours été mon rêve d'être champion du monde de toute façon. Et je me souviens d'une discussion avec une entraîneur de judo, Cathy Fleury, qui m'avait dit, parce que je revenais d'un championnat du monde, je crois, où on avait fait 4e avec Stéphane en biplace. Et elle m'avait dit, elle m'avait un peu secoué, mais gentiment, mais comme si elle m'avait dit, mais toi, tu fais quoi, toi? Je lui dis, on vient de faire 4e au championnat du monde.
Elle m'avait dit ah ouais. Et donc là déjà j'étais un peu redescendu en mode bah ça va, c'est pas si nul quoi. Et là elle m'avait dit clairement non mais de toute façon la seule chose qui compte c'est être champion du monde, hein. Champion d'Europe c'est bien et tout mais voilà la seule chose qui compte c'est être champion du monde. Et là déjà ça fait un électrochoc parce que quand même ça reste bah, quelqu'un qui a de l'expérience puis dans une fédé de judo où ça brasse énorme au niveau résultat tu sais ce que ça veut dire. Et je me souviens aussi d'une réunion avec les coachs et j'avais posé la question à savoir est-ce que vous pensez que je peux atteindre mes objectifs? Parce que c'est important aussi de savoir si voilà on se voile pas la face en fait. C'est délicat hein, comme question, il faut être proche. Enfin, je l'avais posé à Nico Parguel cette question et à François During aussi et je leur avais posé cette question et je me souviens de la réponse, je me souviens plus de la réponse de François, mais il avait plutôt été dans mon sens quand même. Ça n'avait pas été négatif. Et la réponse de Nico, c'est il m'avait répondu je crois en tes capacités à atteindre tes objectifs. Et à cette époque, enfin, mais ça remonte à longtemps, hein, ça remonte à, je pense, je sais pas, 7, 8 ans au moins. Et quand il m'avait dit ça, du coup, après, tu prends conscience et tu te demandes bah, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour le faire, pour y arriver. Et c'est pas un long fleuve tranquille, en fait. Et qu'est-ce que tu avais changé, justement? Pas mal de choses. C'est une adaptation, une rigueur au quotidien. Ouais, voilà. Enfin, c'est sur le papier, c'est ça. Après, j'ai changé aussi un peu mon mode d'entraînement. Je me suis plus concentré sur moi-même, en fait. Je crois que c'est à partir de là où je me suis vraiment approprié mon projet et je suis parti de. Enfin, j'ai arrêté de pagayer pour les autres, quoi. Enfin, pour les autres ou pour les autres et pour moi. Et là, je fais plus je le fais plus. Enfin, j'étais maître de mon projet. Je me suis dit là, je vais le faire pour moi et pas pour personne d'autre et pas pour me dire oh là là, faut que je sois fort à la sélection, sinon je vais pas avoir de saison parce que sinon je vais pas être pris pour faire ci ou pour faire ça, en fait. Mais si à la fin de l'année tu veux être champion du monde, la sélection c'est juste une étape au final et ça doit passer facile, quoi. Donc c'est des prises de conscience à droite à gauche sur des petites choses et qui sont c'est des petits détails au final qui font les grandes différences, quoi. Et heureusement j'ai été bien accompagné dans ces moments-là, dans les moments assez durs aussi avec enfin j'ai été sorti des listes je pense en 2015, je crois. Et cette année-là, du coup, j'avais plus accès à l'INSEP ni rien. Il y a quelqu'un à la recherche à l'INSEP qui s'appelle François Bieuzen qui m'a dit bah, si tu veux, on peut bosser ensemble, mais par contre, je te préviens, ça va changer parce qu'il nous faisait passer les tests VO2 sur machine et tout ça. Et il m'a dit je te préviens, par contre, on va tester des trucs et lui il savait que je voulais faire du marathon, j'avais déjà pris ma décision et donc là, il a dit, bah, si tu veux tester des trucs, d'accord, mais tu me fais confiance et on va changer plein de trucs. Et donc je l'avais fait et puis ça avait marché plutôt pas mal parce que je dois faire 8 au championnat du monde, je crois. L'année d'après, on fait 4. Puis après, l'année d'après, je fais 2 médailles au championnat d'Europe et puis c'était lancé, quoi. Mais, euh, mais voilà, il faut des prises de conscience, les petits électrochocs et il faut avoir confiance en soi aussi. Faut être honnête avec soi-même et avoir confiance en son projet, en fait. J'ai toujours été honnête avec moi-même. Aujourd'hui, en fait, j'ai peut-être grillé mes cartouches dans le sprint, mais je me dis que j'avais des capacités pour faire quelque chose de grand. Après, là, dans le marathon,
j'ai pris conscience que je pouvais être champion du monde et voilà, je suis allé vers ça et je me suis dit qu'il fallait que je pousse la chose à fond. Mais à un moment, si j'avais pris conscience que, en fait, je fais que des courses et je prends que des roustes en permanence, ça use à force et puis, on perd de l'énergie, mine de rien, on perd plus d'argent qu'on en gagne, donc faut aussi avoir les pieds sur terre. Mais par rapport à ça, c'est aussi grâce à l'encadrement que j'ai et qui m'a toujours bien orienté en fait. Est-ce que tu te souviens des tests que tu avais fait? Les tests, je me souviens, oui, avec François, mais c'était surtout un aménagement du plan d'entraînement en fait. Je suis passé à faire. Ça a été le début en fait de mes plans de marathonien, c'est-à-dire sur des séances beaucoup plus longues, des séances d'intensité qui n'en finissaient plus en fait. Et après, ça permet de casser des barrières mentales aussi parce que sur le papier, il y a souvent des séances où on se dit oh non mais là j'y arriverai jamais, il est fou lui ou quoi, je vais pas faire. Est-ce que tu peux donner un exemple de ces séances qui étaient un peu limitantes dans Ouais, ta tête une pour toi? VMA par exemple, une VMA, faire 3 fois, 10 fois, 1 minute, récup 30 en VMA. Sur le papier, c'est un truc de fou parce que c'est super long. C'est un challenge, c'est un combat contre soi-même sportivement pour réussir la séance. Et pour autant, en fait, c'est des barrières à casser parce que j'ai réussi à le faire. Et ouais, c'est super long parce que c'est une séance de VMA. Alors, les séances de VMA, on se dit, ouais, on va aller sur l'eau, c'est long et tout ça. Mais ouais, au final, c'est des séances qui faisaient quasiment 20 km. Alors que pourtant, c'est une séance où on pousse la machine à fond. Et là, je faisais ça pendant 30 minutes ou même, il y a eu des séances, ouais, c'était des 2 minutes à VMA avec des 2 minutes récup 1,30, des 1,30 récup 1, et après des 1 minute, des choses qui, sur le papier, je me disais non, mais il est fou, lui, je vais jamais faire ça. Et peut-être j'avais pas envie, mais après, mis bout à bout, heureusement que je l'ai fait. Et puis là, aujourd'hui, en fait, ça me fait plus peur. J'ai une appréhension, mais j'ai pas peur. Oui, je vois bien l'idée. 3 fois 10 fois 1 minute sur 30 secondes, c'est quand même une sacrée séance. Quand on y pense, c'est quand même une sacrée séance. Tout à l'heure, tu parlais de VO2 max. Est-ce que je peux te demander combien tu avais de VO2, si tu t'en souviens à l'époque? Je t'avoue que je me souviens pas. Je dirais j'en sais rien. Je vais te balancer un chiffre comme 61 ou 62, mais je suis même pas sûr. Ouais, c'était pour savoir par rapport aux autres disciplines d'endurance ce que ça donnait à peu près. Ouais, après la difficulté, nous, c'est que mine de rien, sur les tests en machine, contrairement notamment aux mecs qui font de la course à pied ou même les fondeurs, les skieurs de fond, nous, on a cette position qui est assise et qui fait que même si on a beau se tenir essayer de se tenir le plus grand possible, on est un petit peu écrasé quand même et on utilise moins nos capacités pulmonaires que quand tu cours ou quand tu es en vélo. Mais je dirais ça. Mais clairement, en kayak, tu vas pas aller claquer du 80 ou comme les mecs qui font du biathlon là, qui ont une VO2 de mutant, mais nous, on peut pas. Est-ce que tu parles de ski de fond, est-ce que tu fais une coupure bateau l'hiver et tu fais du ski de fond comme beaucoup? Ouais, ouais, c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Cette année, je suis allé au Saisy skier. Là, c'est un domaine qui est assez plaisant. Et j'essaye de me faire une semaine à 10 jours. Ça peut être, ça fait toujours du bien d'aller puis de changer d'air aussi, parce que moi, je vis au quotidien à Paris. Euh, Même si j'aime beaucoup Paris, d'aller voir la nature, c'est agréable. À partir de quel moment le projet du K2 en marathon c'est fait pour toi? Déjà, en 2000, je réfléchis. Parce que ça fait longtemps maintenant que je fais du marathon. En 2015, je courais le mono.
Je courais le mono. Là, il y avait deux monos, un K1. Non, deux monos, un K2, pardon. Et l'idée, c'était toujours le premier, le deuxième, enfin, plus ou moins à l'époque, on a toujours respecté ça. C'était le premier, le deuxième de la sélection, on faisait le K2 ensemble et le 3 et 4 aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait même en 2016. En 2016, je fais K2 avec Stéphane. On doublait tous les deux au championnat d'Europe. Championnat d'Europe pourri parce que moi, je me baigne. Il y a un Espagnol qui me fout dans un arbre en mono, donc je me baigne. Steph, il doit faire 6, je crois, en mono. Et puis, on court. C'était l'une des premières fois où on doublait. Et en plus, les deux gars qui faisaient le mono doublaient dans le même K2. Et on fait un super début de course. On se retrouve à 3 devant avec les deux bateaux espagnols. Donc, médaille potentielle. En plus, bon, ils nous mettaient un peu la misère, les Espagnols, mais c'était plutôt. Bon, ça passait, quoi. Et puis, en fait, Steph a fait un malaise à un portage et du coup, on a dû abandonner. Mais là, déjà, on s'était dit, bon, ok, c'est pas mal le K2. Et du coup, on a fait le choix au championnat du monde. Vu qu'on avait fait un début de course assez agréable, on va dire, dans le groupe de tête, s'est échappé à 3 bateaux. Bon, en même temps, les autres Français avaient pris une pénalité de 15 secondes. Mais bon. On s'était dit au championnat du monde qu'on faisait le choix de faire que le mono. Donc, du coup, voilà. Et à l'arrivée, on fait 4 au sprint. On fait toute la course dans le groupe de tête. C'était vraiment agréable. Et voilà, après, en fait, le projet vraiment du K2, il s'est fait en 2018 avec Jérém parce que en 2017, en fait, on devait courir avec Edwin. On a couru le championnat d'Europe, puis on n'a pas couru le championnat du monde. Et à l'issue de ça, on s'est dit, mais quand même, moi, je m'entraînais avec Jérém au quotidien, parce qu'il est sur Paris avec moi. Et on s'est dit, mais en fait, vu qu'on est 4 à faire du bateau, Steph, il habite à Lyon, Edwin, il est à Toulouse, et nous, on est tous les deux là. C'est quand même pas très malin, en fait, de dispatcher les trucs, enfin, de séparer les équipages, alors qu'il y avait moyen, en fait, de préparer le bateau ensemble, parce que tu vas courir, tu vas faire une course de 2 heures avec quelqu'un, plus tu le connais, mieux c'est, mine de rien. Et à l'issue de ça, du coup, on s'est dit, allez, on fait le K2 ensemble. Steph et moi, on courait quand même le K1 au championnat d'Europe. Lui, il fait 4. Moi, je dois faire 5 ou 6, je crois. Et en fait, le lendemain, sur le biplace, avec Jérém, on a perdu le gouvernail pendant la course. Ah merde. Du n'importe quoi. Et du coup, on s'est dit nul. Donc on a abandonné et on voulait courir le championnat du monde ensemble. Et on avait un peu pris la décision de faire que le K2 quand même. Et puis Jérém, il a eu un accident en vélo, il s'est fait renverser par une voiture et donc du coup il a eu une luxation de la clavicule, quelque chose qui l'a bien handicapé pendant un bon moment. Et à l'issue, moi c'était dur parce que je me souviens qu'on allait à l'entraînement à l'INSEP, c'est en plein été, mais on allait faire de la machine à pagayer, des séances de VMA justement, j'y reviens, sur machine à l'INSEP. Merci Nico. Et il m'appelle en vélo, donc il faisait super chaud. Je me souviens d'avoir la banane sur le vélo. Je vois qu'il m'appelle. Je m'arrête sur le bas-côté quand même. Et au moment où j'ai décroché, tout de suite à la voix, j'ai compris qu'il y avait un truc qui s'était passé. Et là, il me dit, bon, je viens d'avoir un accident. Je lui dis, ah merde, ça va pas. Il me dit, non, j'attends les pompiers, clavicule out. Et là, franchement, mon monde, sur le moment, le monde, il s'arrête. J'ai lâché mon vélo. Je fais, oh là là, mauvais délire. Et donc, du coup, faut rapidement en fait faire le point, te dire qu'il reste le championnat du monde où nous, on voulait faire une revanche par rapport à ces Europes où on avait dû abandonner, forcer, un abandon forcé.
Et bah, il a été super cool parce que même avec le bras en écharpe, il est venu me suivre à l'entraînement l'été et tout pour me pousser parce que bah, même si on faisait pas le K2, moi j'étais aligné en monoplace au championnat du monde. Et c'est dire qu'on avait la forme parce qu'à peu de choses près, on a le même niveau et je fais 4 au championnat du monde. Donc c'est un regret de ne pas avoir pu être aligné cette année-là au championnat, enfin en K2 en tout cas. Et bah, à partir de là, de ce championnat d'Europe, de l'abandon et de son accident, en fait, c'est le projet a pris une ampleur de fou, si tu veux. C'est que bah, on voulait se venger en fait de tout ce qui nous était arrivé en mode bah d'accord, là maintenant on va se venger, on va montrer que on devrait être aligné en K2, enfin qu'on devrait aller au bout en K2 et on avait à cœur de montrer ce qu'on vaut, si tu veux. Parce que nous, au fait, on savait qu'on avait les capacités de gagner. C'est là où on a évolué entre 2015, 2016, 2017, 2018. Enfin, ces années, elles sont super importantes, mais déjà, on a monté les échelons, on a gagné des places par rapport à l'arrivée. Et tu prends conscience, en fait, que tu rêves de pouvoir gagner. Mais après, en fait, tu te dis que tu peux le faire vraiment, en fait. Et là, aujourd'hui, maintenant, on s'entraîne plus pour faire deuxième. Si on fait, enfin, si on gagne pas, on va être déçu. donc, Est-ce que voilà. quand vous avez été champion du monde, vous avez réussi à vous remobiliser rapidement pour partir à la conquête d'un deuxième titre? Il y en a pas mal, tu sais, qu'ils atteignent un objectif et après qu'ils se démobilisent. Est-ce que vous, ça a été le cas ou pas du tout? Non, non, à chaud, pas du tout. En tout cas, pas du tout parce qu'en fait, gagner c'est bien déjà, c'est super bien. Et c'est un bon retour sur investissement. Et non, on s'est pas dit, enfin, tu vois, on n'est pas fatigué de tout ça. Le soir même, après les courses, là, on s'est posé dans un bar avec Hervé Duhamel notamment, là, et puis il y avait mon père, Nico, enfin, avec le staff, quoi. Et Hervé nous a posé la question. Il nous a dit, bon alors, c'est quoi la suite maintenant, les gars? Et en fait, sans s'être concerté avec Jérém, on était d'accord en mode, bah, de toute façon, on continue. En fait, il y a pas de. La suite, c'est, on va aller. Le but, c'est d'aller chercher d'un deuxième titre. Et puis en plus, il y a Philou Collin là, notre coach, et qui a été champion du monde, double champion du monde même, qui nous avait un peu charrié en disant. Gagner une fois, c'est bien, mais allez le gagner une deuxième fois, comme ça, vous montrerez qu'il n'y a pas de hasard. C'est bien cette phrase. Donc, du coup, voilà, même si c'est. Enfin, on le fait pour nous, hein, on ne le fait pas pour montrer aux autres mais on sait qu'on peut le faire et j'espère vraiment qu'on va le faire. Mais voilà, la motivation, elle est encore. En tout cas, en 2020, après le championnat du monde, elle était encore là à fond. Après, là, avec la pandémie et tout, j'avoue qu'on a pris 2-3 claques quand même. Parce que tu cours après une carotte, en fait, qui se rapproche jamais. Elle est. D'un coup, tu te dis, ah, c'est bon, allez, il y a une course. Finalement, elle est annulée. Et puis après, non, bon, bah, c'est décalé. Donc, tu changes un peu le plan d'entraînement. Tu dis que tu vas avoir ton pic de forme à tel moment ou tel moment. Et puis, en fait, bah, non, c'est vraiment annulé. Et donc, c'est vrai que là, la Coupe du Monde qui a la semaine prochaine, il est temps qu'elle arrive et on a super hâte parce que, bah, là, la dernière course vraiment importante, enfin, même si on a été à Turin cette année, il n'y avait pas grand monde. Et là, voilà, là, c'est important pour nous de remettre le dossard, de remettre un numéro, de se remettre en condition, même si pourtant on va pas courir en biplace. Tu vois, là, c'est que des courses de mono. Mais déjà, c'est bien. Et à l'issue de ça, en plus, bah, une petite course de mono, ça reste sympa parce qu'on se jauge entre nous.
même si on s'entraîne tous les jours ensemble, on voit à peu près où on en est et tout. Et donc, on reste des compétiteurs et on se met des petits challenges entre nous. Et lui, il veut gagner plus que tout. Et puis, bah là, moi aussi, tu vois. Donc, ça va être une belle bagarre. J'allais dire, heureusement que tu t'entraînes avec Jérém, comme ça vous êtes deux à vous tirer la bourre, parce que sinon, en fait, tu t'entraînerais tout seul toute l'année, en gros. Bah après, on est sur la structure quand même. Donc, enfin, on n'est pas interdit de s'intégrer au groupe des sprinteurs, hein. Et même l'hiver, on fait des séances avec eux et c'est même super bien, hein, avec Étienne, avec Kiki, avec un peu tous les sprinteurs, enfin les millers. Il y a Guillaume B aussi qui est là, Guillaume Le Floch, même si lui il est mi-sprinter, mi-miller. Et c'est bien pour nous. Et puis là, non, on a une nouvelle recrue dans notre groupe qui était de deux. Maintenant, on est trois, parce qu'il y a Théo Maréco qui s'entraîne ces derniers temps pas mal avec nous. Et c'est cool d'avoir un, je vais dire un jeune, entre guillemets. Mais oui, c'est vrai qu'il est jeune et nous, on est un peu vieux. Mais c'est bien d'avoir un jeune qui est motivé, en fait, et qui vient nous challenger, en fait. Qui vient nous challenger et qui est curieux aussi et qui pose des questions et puis qui demande à savoir. Enfin, il essaye de prendre des marques, en fait, pour y arriver, quoi. Donc, pour nous, c'est agréable aussi. Est-ce que justement les questions qu'il pose parfois te font te remettre en question par rapport à ce que tu fais? Hum, La remise en question, elle est un peu permanente de toute façon, parce que rien n'est acquis, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Et puis au final, on a besoin de ce challenge tous les jours. Enfin, il faut jamais se dire que c'est bon, ça suffit et on a atteint. Enfin, ou alors c'est le jour où tu arrêtes, tu te dis c'est bon, j'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint mon pic et puis voilà. Non, il pose des questions, mais même si on a des acquis, nous, et on peut lui apporter des réponses, euh, des fois, c'est des questions qui ouvrent un débat, en fait, si tu veux, parce que même si lui, c'est un novice, entre guillemets, dans la discipline, c'est un bon pagayeur, c'est un bon glisseur, c'est quelqu'un d'intelligent, et du coup, il peut aussi nous apporter quelque chose où on se dit, ah, mais ouais, en fait, c'est vrai on peut peut-être y voir une plus-value à essayer de faire ci ou ça, quoi. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais fait des séances de VMA l'été sur la machine à pagayer. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites couramment? Parce que quand il fait beau, j'ai envie de dire, on va dehors. Donc, Ouais, on l'a pas fait l'année dernière. Bah, l'année dernière, en même temps, il n'y avait pas de compète. Mais faut pas que je le dise trop fort parce que si Nico il écoute, faut pas que ça lui donne des idées quand même. Euh, c'est bien parce que les séances de machine, de VMA, enfin ou de machine en général, euh, en tout cas pour moi personnellement, moi je suis un glisseur en bateau, je suis pas un bourrin, je glisse quoi. Techniquement c'est correct. Et en machine, je suis pas bon, j'aime pas trop ça parce que c'est de la torture, c'est de la FE quoi. Et donc c'est un bon rappel en fait, un bon rappel de muscu et de développement de puissance dans le geste du kayakiste. Donc c'est pour ça qu'on y va un peu en traînant les pieds, mais quand même ce petit bloc des fois il est intéressant. Il est intéressant pour est-ce que ça te justement. change pas ta gestuelle? Tous ceux que j'ai interviewés disent que ça, c'est un peu différent d'un point de vue de la gestuelle. Ouais, bah si forcément, mais faut s'adapter de toute façon. Déjà ma gestuelle elle a changé comparé à avant par rapport à mon geste de ligneux. Donc aujourd'hui, voilà, on va sur la machine, on s'adapte, on fait en sorte que. Il y a le challenge des watts, de toute façon. Enfin, même si d'une machine à l'autre, c'est jamais pareil. Quand on le fait, en tout cas, on essaye de garder tout le temps la même machine et soit de se maintenir par rapport aux meilleurs watts qu'on a réussi à produire sur la séance précédente, ou alors de faire mieux à chaque fois. Mais voilà, c'est plus
La machine, c'est plus une bagarre contre soi-même, un combat contre soi-même et essayer de développer des watts. Enfin, ouais, c'est ça, faut faire parler les watts sur la machine. De toute façon, c'est le truc le plus fiable. Donc, Qu'est-ce que tu utilises comme machine? Tu dis qu'il y en a plusieurs. Toi, tu utilises laquelle en priorité? en fait, on utilise au pôle, il y a les Dan Sprint. Mais si tu veux, on avait déjà vu que même d'une Dan Sprint à l'autre, tu te mets sur la même, tu tires de la même manière, il y aura une différence de watts. Et donc, du coup, quand je te dis on reste sur la même machine, c'est vraiment quand on va commencer à faire un cycle de séance sur machine, et ben moi, je vais prendre telle machine, Jérémy va prendre telle machine et on va pas s'échanger les machines. On va faire tout le cycle comme ça. Ok. Et je peux te demander à quoi ça correspond en termes de watts, ce que tu tires dessus? Ça fait longtemps, mais quand on faisait des VMA, une minute, il me semble que selon les machines, le but c'était d'être, je vais te dire, une fourchette entre 200 et 250 watts, je crois. Mais ça, franchement, ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'on n'en a pas fait. Donc c'est assez loin, tu vois, j'ai pas les chiffres précis en tête. Est-ce que durant le confinement, t'en as pas justement fait vu que tu pouvais peut-être pas y aider? Si j'en ai fait dans ma cave, c'était pas fun du tout. Mais bon, au moins j'ai pu garder le contact, donc ça c'était bien. Mais disons que pendant cette période qui était si spéciale, l'idée là, c'était pas de développer des watts, c'était plus de garder le contact avec une activité physique. Et donc du coup là, j'ai plus fait de l'aérobie, j'ai fait à la limite des séances de B2 un peu, mais clairement pas, tu vois, des VMA où tu es focus sur les watts. Et à la limite, je faisais plus tourner les bras avec un film et des écouteurs sur les séances longues et puis juste de la musique sur les séances où il fallait que ça tape un peu plus. Mais là, c'était vraiment pas l'idée de. Enfin, ouais, le confinement, c'était plus garder la forme et une activité physique plutôt que d'être dans du développement de performance. Est-ce que vous utilisez sur les ergomètres, sur les Danfrit, la plateforme qui bouge de gauche à droite ou pas du tout? On en a une seule de machine comme ça au pôle. Et du coup, quand on fait des séances de VMA ou d'intensité, ce qui est sûr, c'est qu'on ne prend pas celle-ci. Après, ça arrive de pagayer un petit peu dessus. Mais c'est trop instable? C'est assez instable. Après, là, il y a des élastiques qui ont été mis pour maintenir un petit peu le chariot qui bouge. Donc voilà, mais en général, de toute façon, la machine, c'est quand même pas trop ma tasse de thé. Et à partir du moment où c'est marqué transfert ou transfert bateau ou machine, si je peux, je vais sur l'eau. C'est bien ce que je pensais. Super, j'arrive un peu au bout de mes questions, Quentin. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde, que j'ai pas abordé? Écoute, je crois que c'est pas mal. Je réfléchis. Là, non, je crois que c'est plutôt pas mal. Il fallait que j'essaye de placer le mot marteau-piqueur, mais je n'ai pas réussi. Je suis un peu déçu. Si tu veux, mais toi, j'ai une dernière question. Tu peux essayer de le placer si tu veux, mais c'était est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaites que j'interviewe, que toi t'aimerais entendre en fait, à qui t'aimerais poser des questions dans ce podcast? Alors, il y a éventuellement Nico Pargel, notre manager, ça serait plutôt cool parce que je pense qu'il a fait, il a été kayakiste et puis entraîneur. Maintenant, il est manager d'une équipe de France. Ça peut être sympa. Il y a Hervé Duhamel aussi qui peut être plutôt cool. C'est je prêche un peu pour ma paroisse là. Forcément, je parle des gens. Oui, bien sûr, tu peux. Du marathon. Après, Hervé, il est plutôt pas mal occupé. Il construit un gîte. Donc entre des coups de perceuse et du marteau-piqueur, je ne sais pas s'il aura le temps. Voilà, tu vois, t'as réussi à le caser. Mais non, là, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je pense qu'on te l'a déjà dit, mais après,
Il y a Philou aussi, Philou Collin, ça serait cool. Oui, Seb mais Joux. j'essaye de l'avoir, mais pour l'instant, il fait son difficile. Donc Phil, si tu nous entends, c'est déjà le troisième ou quatrième personne qui me dit qu'il le recommande. Donc peut-être y arriver à la fin. Philou, il y a Seb aussi, ça pourrait être intéressant. Seb Joux. Mais je suis sur le coup aussi, mais il est souvent sorti en mer, donc c'est compliqué aussi pour Ouais, l'instant c'est clair. pour se caler. C'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, cool. Merci Quentin, en tout cas, d'avoir pris le temps en ce dimanche après-midi pour le podcast. S'il y en a qui souhaitent te contacter, où est-ce que je les renvoie? Est-ce que tu as eu un endroit préféré? Sur mon Insta perso, enfin, de toute façon j'en ai qu'un, mais sur mon Insta, Quentin Urban, il y en a qu'un. De toute façon, ils peuvent, ou alors s'il y en a plusieurs, il y a ma tronche en photo de profil et des photos de kayak partout. C'est assez facile à trouver. Eh ben super. Eh ben merci encore pour tes réponses et puis je vais suivre avec intérêt tes prochaines compétitions et notamment cette Coupe du Monde qui arrive qui est plutôt incognito, donc si je comprends bien. Mais peut-être qu'on la verra bientôt en ligne, en direct comme d'autres compétitions. Ouais, bah il y a ça et puis après de toute façon ça va aller assez vite. Il y a le championnat d'Europe en Russie qui enchaîne début juillet aussi. Ok, bon ouais, super. Merci encore à toi et puis salut à tous. Merci bien. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.